Merci. Bonjour, vous allez bien ? Ça va et vous ? Oui. Et notre invité politique ce matin, c'est François-Xavier Bellamy. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, député européen, tête de liste des Républicains pour les élections européennes. On va évidemment commencer par la loi immigration. François-Xavier Bellamy, on parlera de la crise agricole dans quelques instants. Le Conseil constitutionnel qui a donc censuré hier une grande partie des mesures de la loi immigration et surtout les mesures ajoutées par la droite sénatoriale. C'est un revers, un camouflet pour vous, cette décision du Conseil constitutionnel ? C'est une défaite immense pour la France, pour la démocratie française. Et cette décision, en réalité, est révoltante. C'est un coup d'État institutionnel qui viole, je le dis ici, la lettre et l'esprit de notre Constitution. Il ne s'agit pas ici d'expliquer qu'il y aurait d'un côté la politique et de l'autre le droit. Il y a un Conseil constitutionnel qui s'assied sur la Constitution française. Parce que, pour que tout le monde nous comprenne bien, ce que le Conseil constitutionnel explique aujourd'hui, c'est que les articles que nous avons effectivement fait adopter, parce que les parlementaires républicains, ici au Sénat, à l'Assemblée nationale, les ont ajoutés à ce texte sur l'immigration. Ce texte qui était au départ un texte de régularisation massive, nous en avons fait l'occasion, par les propositions que nous formulions, de mieux maîtriser les flux migratoires en travaillant sur la restriction de l'accès au regroupement familial, sur le durcissement des conditions d'accès à la nationalité française, sur la question de la déchéance de nationalité pour des personnes qui, ayant acquis la nationalité française, se rendaient coupables de crimes contre les policiers ou les gendarmes. Tout cela, nous l'avons fait entrer dans la loi pour en faire un texte qui correspondait, toutes les enquêtes d'opinion l'ont montré, à ce qu'attendent les Français. Et que dit le Conseil constitutionnel ? Au lieu de se prononcer sur le fond, sans aucune justification, il explique que tous ces articles sont des cavaliers législatifs, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de lien avec l'objet du texte. Mais à qui le Conseil constitutionnel va faire croire que la question du regroupement familial, le fait de faire en sorte que des étrangers aient besoin de cotiser avant de percevoir des prestations sociales, que le fait de sanctionner l'entrée irrégulière sur le sol français, que toutes ces questions-là n'auraient pas de lien avec l'immigration. Mais qui peut croire ça ? C'est évidemment une forme de mensonge monstrueux, c'est une hypocrisie scandaleuse dont le seul effet est de désarmer l'État avec la complicité du président de la République qui a voulu envoyer ce texte à la censure du Conseil constitutionnel. Et aujourd'hui, il n'y a qu'un seul perdant dans cette affaire, c'est la France, ce sont les Français, c'est la possibilité pour l'État de maîtriser ses frontières, c'est le fait que les citoyens puissent obtenir ce qu'ils attendent, et c'est évidemment notre démocratie parlementaire. Parce que cette loi, elle a été votée par le Parlement, par la majorité parlementaire, elle a été votée en accord avec ce que les Français attendaient. Aujourd'hui, par une sorte de subterfuge de procédure, on se retrouve devant... Les coups d'État institutionnels, ce que vous dites, c'est fort, François-Xavier Bellamy. Mais vous dites quoi, que le Conseil constitutionnel a fait de la politique, est allé hors de l'état de droit ? Mais qui ne le voit pas ? Et encore une fois, je le redis, reprenons l'article 45. L'article 45 dont on parle maintenant, parce qu'il faut rentrer dans la technique. L'article 45 qui est le motif de cette censure du Conseil constitutionnel. Il dit que tout amendement est recevable en première lecture s'il a un lien, même indirect, avec l'objet de la loi. Même indirect. C'était une réforme de 2008 qui voulait précisément rétablir les droits des parlementaires qui doivent pouvoir amender un texte. Ce soir, hier soir, on a perdu le Parlement français. On l'a perdu. Pourquoi ? Parce qu'on avait déjà des 49.3 à répétition, on avait déjà un gouvernement qui légiférait par ordonnance sans jamais soumettre ses textes au contrôle du Parlement, comme pourtant la Constitution l'y oblige. Et maintenant, on a le Conseil constitutionnel qui vient de supprimer virtuellement le droit d'amendement. Le Conseil constitutionnel, en fait, détruit la lettre et l'esprit de l'article 45 et de la réforme de 2008. Encore une fois, je le redis, aucun Français ne peut sérieusement penser que les sujets dont nous parlons n'avaient pas de rapport avec l'objet d'un texte sur l'immigration. Ça n'a aucun sens. Et donc, aujourd'hui, évidemment, le Conseil constitutionnel prend une responsabilité immense, d'ailleurs. Celle qui consiste à dire à tous les Français, parce que c'est ce qu'ils comprendront, qu'en réalité, nos institutions empêchent notre propre État
de se réarmer, pour reprendre une expression en vogue aujourd'hui, que nos institutions désarment l'État et retirent aux Français la possibilité de décider de leur politique migratoire. C'est la raison pour laquelle nous demandons, comme nous le faisons depuis des années, qu'un référendum puisse avoir lieu sur la politique migratoire et que nous puissions réformer la Constitution. On va revenir là-dessus. Est-ce que vous dites, comme Laurent Wauquiez, qu'il faut que ce soit le Parlement qui ait le dernier mot sur le Conseil constitutionnel? Et est-ce que c'est pas là sortir de l'état de droit actuel? Bien sûr que non. Laurent Wauquiez a parfaitement raison. Ce que Laurent Wauquiez dit, c'est que... Ça revient, il faut supprimer le Conseil constitutionnel, il sert à rien? Non, ce que Laurent Wauquiez dit, c'est que l'Assemblée et le Sénat, réunis ensemble, dans la formation qui est celle du Congrès, donc du Constituant, doivent pouvoir corriger une décision jurisprudentielle du Conseil constitutionnel. Et aujourd'hui, on n'aura pas d'autre choix que d'en passer par là, parce qu'on ne peut pas. Mais ça veut dire que vous revenez sur le fonctionnement de la 5e à l'heure actuelle, qui est que le Conseil constitutionnel a le dernier mot sur les lois votées par le Parlement. Non, c'est faux. Le dernier mot appartient aux constituants, bien sûr. Le Conseil constitutionnel, il est là pour appliquer la Constitution. Et quand la Constitution est manifestement violée par le Conseil constitutionnel lui-même, alors le constituant doit prendre ses responsabilités. Mais alors qui valide que les lois votées par le Parlement ne violent pas la Constitution dans ces cas-là? Qui est le constituant en France? C'est le Congrès, c'est-à-dire l'Assemblée et le Sénat réunis ensemble pour pouvoir exprimer la volonté souveraine du peuple. Et qui valide que les lois votées par le Parlement ne violent pas la Constitution si c'est le Parlement qui a le dernier mot? Mais encore une fois, je le redis, c'est pas le Parlement dans sa forme ordinaire, c'est-à-dire la navette entre l'Assemblée et le Sénat, c'est la réunion des deux chambres qui constitue le Congrès, qui a le pouvoir constituant. Et je le redis, aujourd'hui, il est parfaitement clair, et le Conseil constitutionnel l'assume. D'ailleurs, la jurisprudence est récente. Elle date d'il y a seulement quelques mois, en réalité. C'est seulement depuis quelques mois que le Conseil constitutionnel a pris sur lui la décision de considérer qu'un cavalier législatif, c'était pas seulement un amendement voté à l'extérieur de l'objet de la loi, mais un amendement qui ne correspondrait pas à un article de la loi initiale, à une disposition du texte initial. Ce qui donne en fait une prime incroyable au gouvernement. Le gouvernement peut décider tout seul de la loi, c'est ce que nous dit aujourd'hui le Conseil constitutionnel. Et pardon de le dire, mais quand je vois le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, hier, chez vos confrères de TF1, qui se réjouit de la censure du Conseil constitutionnel contre une loi qu'il a dit soutenir, qui se réjouit que le Conseil constitutionnel ait désarmé l'État face à l'immigration et qu'il ait empêché l'État de limiter, y compris l'immigration légale. Le jour même où nous apprenons qu'en 2023, nous avons connu un nombre record d'entrées illégales et légales sur le territoire français, eh bien je dis qu'en réalité, le ministre de l'Intérieur incarne exactement tout ce que les gens ne veulent plus voir. Mais lui, c'est pas exactement ce que les gens ne veulent plus voir. Parce qu'ils ont joué. Il dit que son texte a été validé par le Conseil constitutionnel. Mais personne ne croit une seconde que le texte... Et que c'est parce que les oppositions ont forcé, c'est le mot qu'il a employé hier, les oppositions, c'est-à-dire les LR, pour faire rentrer d'autres mesures qu'on en arrive à cette censure. Mais vous vous rendez compte de la gravité de ce terme ? Où sont les factieux aujourd'hui? Puisque c'est cela qui nous est parfois reproché quand nous discutons une décision du Conseil constitutionnel, ce qui est pourtant parfaitement légitime en démocratie. Où sont ceux qui jouent avec nos institutions? Où ce sont qui violent l'esprit de nos institutions? Ils sont précisément au gouvernement. Et M. Darmanin, en réalité, a joué avec ce qui est pourtant fondamental pour les Français, la question migratoire, a joué avec une loi qu'il prétendait défendre et qu'aujourd'hui, manifestement, il dit avoir en réalité cherché dès le départ à saper. Eh bien, nous avons fait le travail. Nous avons pris au sérieux les Français. Nous avons pris au sérieux cette loi. Nous avons posé des propositions. Nous avons fait avancer nos idées. Et aujourd'hui, nous le disons, nous avons mené le bon combat. Est-ce que vous n'avez pas fait une erreur de stratégie aussi, François-Xavier Bellamy? Parce que, par exemple, sur la réforme de l'AME, vous avez négocié avec le gouvernement pour que ce soit une réforme à part, parce que vous savez que ça allait être un constitutionnel. Est-ce que vous n'auriez pas dû faire ça sur d'autres propositions du texte, négocier avec le gouvernement un projet de loi à part, pour pas que ce ne soit considéré comme des cavaliers législatifs? Je le redis, d'abord, il n'y avait aucune évidence dans cette décision. Nous avons défendu la loi devant le Conseil constitutionnel. Nous l'avons fait parce que le gouvernement, lui, pour le coup, ce qui est un cas assez unique dans l'histoire de la Ve République, a saisi le Conseil constitutionnel lui-même et ensuite a défendu la loi d'une manière extrêmement modeste, disons-le. Nous avons défendu cette loi. Le fait est que, effectivement, l'AME touchait directement la politique de la santé. Il était normal d'en faire un texte à part. Maintenant, ce que je demande au gouvernement, si vraiment il veut que la France puisse de nouveau décider de la maîtrise des flux migratoires, c'est de faire de ce texte de l'AME, qui doit
et c'est un engagement, et il faut qu'il soit tenu, qu'il doit venir bientôt sur le bureau de l'Assemblée et du Sénat, il faut que dans ce texte sur l'AME soient réintroduites les dispositions qui ont été censurées par le Conseil constitutionnel. Parce que donc quasiment aucune celles sur les prestations sociales, celles sur le regroupement familial. Bien sûr, aucune de celles que vous évoquez et quasiment aucune des dispositions censurées par le Conseil constitutionnel ne l'a été au fond. C'est trop facile d'ailleurs pour le Conseil constitutionnel, parce que de fait, il s'exonère de toute nécessité de justifier sa décision. Maintenant, aucune de ces dispositions n'a été dite être contraire au principe, à l'esprit, à la lettre de la Constitution. Il faut donc en refaire un texte à part pour que plus personne ne puisse dire qu'il s'agissait de cavaliers. Évidemment, ce prétexte est fallacieux, mais puisque ce prétexte était fallacieux, raison de plus pour remettre sur la table cette loi que, je le rappelle, les Français attendent. Mais Gérald Darmanin a fermé la porte hier. Il a dit qu'il n'y aura pas de nouveau projet de loi immigration. D'abord, il doit y avoir un texte sur l'AME. On l'attend. Mais est-ce que remettre dans un texte sur l'AME des prestations sociales, des réformes du droit du sol, du regroupement familial, ça ne sera pas à nouveau considéré comme un cavalier législatif? Faisons du coup de ce texte sur l'AME un texte plus large sur les questions migratoires avec ces dispositions dès le départ du texte et a priori, du coup, le Conseil constitutionnel sera bien, cette fois-ci, malgré ce coup de force improbable, incapable de le censurer. Donc vous demandez une réforme plus large que la réforme de l'AME, désormais. De toute façon, je vais vous dire une chose. Les Français attendent cette réforme. Ils savent que nous en avons besoin. Dans les 2 dernières années, 1 million de personnes sont rentrées en France, légalement. 1 million. Ce qui veut dire que nous sommes arrivés à des niveaux d'immigration absolument records. Évidemment qu'il faut réagir. Cette loi que nous avions construite, non pas forcée, construite cette loi, elle était approuvée, toutes les enquêtes l'ont montré, par 70% des Français. Et ceux qui se réjouissent, comme le ministre de l'Intérieur, ceux qui disent qu'ils sont satisfaits de la décision du Conseil constitutionnel, sont en train de dire en fait qu'ils sont satisfaits que le peuple français ne puisse pas s'exprimer sur le sujet, que le peuple français n'ait pas ce qu'il souhaitait pour pouvoir faire en sorte de décider de nouveau de son destin sur ce sujet absolument crucial. Donc, encore une fois, je le redis, la situation est révoltante. Moi, je suis vraiment écœuré de l'hypocrisie, du spectacle indécent auquel nous assistons depuis quelques heures, révolté. Je suis aussi, je dois dire, un peu découragé parce qu'avec les parlementaires, les Républicains, avec Bruno Retailleau, avec Olivier Marleix, avec Éric Ciotti, nous avions fait ce travail avec détermination, avec sérieux. Et au fond, il y a quelque chose de... On était peut-être, effectivement, vous l'avez dit, peut-être on a été d'une certaine manière trop sérieux. Peut-être qu'on a pris trop au sérieux le contenu de ces sujets. Peut-être qu'on n'a pas soupçonné le degré d'hypocrisie dont ce gouvernement était capable. Pour ma part, je n'ai jamais cru, moi, qu'aucune alliance n'était possible avec le macronisme. Qui vous ont tendu un piège, Emmanuel Macron et Gérald Darmanin, ils vous ont tendu un piège, ils ont cherché à avoir votre soutien tout en sachant que vos mesures étaient inconstitutionnelles et que c'est leur texte, au final, qui serait validé. Vous êtes tombé dans un piège du gouvernement ? Peut-être, mais c'est la France qui tombe dans le piège. Et en réalité, je crois qu'on ne peut pas dire assez la gravité de ce qui vient de se passer, de la gravité de ce qui vient de se passer pour notre droit parlementaire, pour notre vie institutionnelle, pour la démocratie représentative que nous serions supposés vivre. Comment est-ce qu'on peut croire encore, comment est-ce que les Français peuvent croire encore que nous sommes une démocratie représentative quand ce texte voté par le Parlement, approuvé par 70% des Français, est en réalité, avec l'enthousiasme du gouvernement, détruite par le Conseil constitutionnel. Tout ça aura des conséquences, malheureusement. Lesquelles ? Est-ce que ça va marquer une rupture de confiance ? Assument les conséquences pour demain. Est-ce que ça va marquer une rupture de confiance entre les Républicains et l'exécutif ? Est-ce qu'aujourd'hui, les Républicains vont continuer à co-construire des textes avec l'exécutif ? Mais nous sommes dans l'opposition. Ce texte, il n'a pas été l'occasion. Mais sur les retraites, vous avez construit avec eux. Sur l'immigration, vous avez construit avec eux. Est-ce qu'aujourd'hui, les relations vont changer ? Encore une fois, je le redis, nous sommes dans l'opposition. Ce texte sur l'immigration, nous l'avons obtenu par un bras de fer avec le gouvernement. Parce que le gouvernement ne voulait pas faire ça. Et s'il y a une bonne nouvelle, parce qu'il y a quand même une bonne nouvelle, c'est qu'au moins, le texte que voulait Gérald Darmanin, qui était un texte de régularisation massive, qui créait un droit opposable à la régularisation, au moins, ce texte-là, il est tombé. Pour le coup, ça n'existe plus. C'est-à-dire que dans le texte tel qu'il sera promulgué, il n'y a pas de droit opposable à la régularisation. Nous aurons au moins évité le pire. Mais ce meilleur que nous voulions pour les Français, ce progrès que nous espérions, ce renforcement de notre politique migratoire, lui, pour le coup, il a été détruit. Et encore une fois, je le redis, c'est notre démocratie qui tombe dans le piège. Est-ce que ça va changer vos relations avec l'exécutif ? Est-ce que vous voterez encore aujourd'hui des textes du gouvernement ? Est-ce que vous chercherez encore à les amender ? Nous resterons dans une opposition déterminée. Nous l'avons été, nous le sommes toujours. Ceux qui sont aujourd'hui plus ridicules que jamais, c'est tous les gens qui voudraient nous faire croire, parce que par petite
par petite tactique personnelle, ils ont rejoint ce gouvernement ou cette majorité en étant issus de la droite et qui voudraient nous faire croire que ce gouvernement est de droite. Ceux-là, pour le coup, ils sont désavoués, ils sont ridicules, c'est absurde. Ce gouvernement... C'est Rachida Dati qui est ridicule. Mais par exemple, mais c'est Gérald Darmanin, c'est Bruno Le Maire, c'est tous ceux qui viennent de la droite et qui voudraient nous faire croire que ce gouvernement fait quoi que ce soit qui pourrait répondre aux aspirations des Français. Mais ceux-là, en réalité, ils ont tout trahi et ils emmènent aujourd'hui notre démocratie tout entière à l'abîme. Maintenant, il faut tout changer, il faut tout refaire, il faudra tout reconstruire et commencer d'ailleurs par reconstruire la confiance des Français envers leurs institutions. Ça voudra dire justement créer les conditions d'une alternance qui fasse que demain nous aurons de nouveau des hommes d'État, des hommes et des femmes d'État, des gens qui s'engagent en politique pour pouvoir tenir leurs paroles, pour pouvoir faire en sorte que les choses avancent et pas pour jouer ce billard à 4 bandes désolant auquel on assiste depuis quelques heures. Un dernier mot là-dessus, puisque vous demandez une réforme de la Constitution. Est-ce que c'est pas une demande vaine? Vous avez essayé de faire une proposition de loi constitutionnelle, vous les Républicains, à l'Assemblée, au Sénat en décembre. Elle n'est passée dans aucune des deux chambres. Mais comment vous allez réussir à réformer la Constitution? Il ne vous aura pas échappé que nous ne sommes pas majoritaires aujourd'hui. Et que vous n'avez aucune majorité qui soutient cette réforme de la Constitution, y compris vos alliés centristes ici au Sénat. Notre but, notre travail, c'est, et tout le monde le voit très bien, ce travail est nécessaire, de préparer une alternance, d'incarner une alternative. Et la proposition de loi constitutionnelle que nous avons mise sur la table, aujourd'hui chacun peut s'en saisir, mais je vois bien que le gouvernement ne le fera pas. Mais personne s'en est saisi, c'est bien ça votre problème. Et pourquoi ? Parce que dans cette proposition de loi constitutionnelle, nous avons un but très simple, qui est d'élargir le champ du référendum pour qu'il puisse être ouvert aux questions migratoires et que les Français puissent se prononcer sur la politique migratoire par référendum. Aujourd'hui, ça n'est pas possible. Et pourtant, tout le monde le voit. Il n'y a plus la primauté du droit national sur le droit européen en matière d'immigration ? Ce que nous disons, c'est que lorsque la jurisprudence des cours européennes va manifestement contre la possibilité de décider de notre propre politique migratoire, alors le constituant, c'est-à-dire ici en dernier ressort le peuple français, doit pouvoir prendre la décision. Parce que la Constitution est supérieure, y compris aux traités européens. Et ça, pour le coup, c'est évidemment déjà le cas. Ça ne change rien à ce que nous avons validé par nos engagements internationaux. Mais encore une fois, je le redis, notre but, c'est de redonner la parole au peuple français. Et à la fin, le général de Gaulle le disait, le dernier et le meilleur juge suprême, la meilleure des cours suprêmes en démocratie, c'est le peuple. Et donc il faut que, dans une démocratie en pleine santé, le peuple puisse s'exprimer sur les sujets les plus importants pour l'avenir, et l'immigration en fait évidemment partie aujourd'hui. L'autre actualité, c'est cette crise agricole et ces blocages qui se durcissent et qui se multiplient. Hier, Gérald Darmanin a dit aux 20h qu'il n'interviendrait pas, qu'il n'enverrait pas les forces de l'ordre contre les agriculteurs. Il a raison. Mais d'abord, ce dont les agriculteurs ont besoin, c'est de réponses aux problèmes qu'ils sont en train de crier. Merci infiniment. Les problèmes qui les touchent aujourd'hui... On va venir sur le fond, mais sur la manière. On a vu hier des préfectures qui ont été attaquées, notamment à Bordeaux, notamment à Agen. Gérald Darmanin dit ils ne s'en prennent pas aux policiers, ils ne s'en prennent pas aux gendarmes, ils ne s'en prennent pas au bien public, on n'enverra pas les forces de l'ordre. Est-ce que vous approuvez cette stratégie ? Moi, je le redis, aujourd'hui, ce dont les agriculteurs ont besoin, ça n'est pas d'abord d'une réponse du ministre de l'Intérieur, mais d'abord d'une réponse du ministre de l'Agriculture et du Premier ministre et du Président de la République qui fassent qu'enfin, ils puissent obtenir des réponses aux problèmes qu'ils sont en train de crier. Vous savez, les agriculteurs... Vous défendez l'autorité de l'État chez les LR et vous, François-Xavier Bellamy, vous dites qu'il faut faire respecter l'autorité de l'État. Est-ce que là, l'autorité de l'État est respectée quand il y a des préfectures qui sont attaquées ? Vous savez, les agriculteurs français, s'ils ont des tracteurs, c'est pas pour bloquer les autoroutes. Et s'ils font du fumier, c'est pas pour le mettre devant des préfectures. Leur but à eux, c'est de cultiver la terre. Et ils travaillent déjà suffisamment pour ça. Et s'ils en arrivent là, c'est parce que personne... dans ce gouvernement, personne dans cette majorité n'a voulu les écouter. Pour nous, les Républicains, ça fait des années que nous tirons la sonnette d'alarme, des années. Cette crise du monde agricole, cette colère qui s'exprime, je dois dire avec tristesse évidemment, mais elle ne me surprend pas. Déjà en 2020, j'ai retrouvé une intervention au Parlement européen, en 2020, je disais la folie de cette stratégie de décroissance agricole dans laquelle était en train de s'engager l'Europe et dans laquelle la France a voulu s'engager la première, parce que le gouvernement français voulait toujours faire mieux que les autres, toujours aller plus vite que les autres, toujours plus de contraintes, plus de complexité, plus de contrôle. Et c'est exactement cela que les agriculteurs nous crient aujourd'hui. La vérité, c'est qu'en 2019... ça n'est pas nouveau. En 2019, la France est devenue, on ne le répétera jamais assez, la France est devenue déficitaire commercialement sur sa balance agricole si l'on retire les vins et les spiritueux. Ça veut dire
qu'en réalité, depuis 2019, nous sommes devenus dépendants pour notre alimentation de ce que produisent d'autres pays que nous leur importons. Ça, c'est le symptôme d'une crise absolument inédite pour la France, parce que la France a des territoires exceptionnels, des terroirs magnifiques, des agriculteurs incroyables, et que nous soyons devenus incapables de nous suffire à nous-mêmes pour notre propre alimentation, de garder notre sécurité alimentaire, c'est le signe de ce malaise profond dans lequel le monde agricole se débat depuis trop longtemps. Et qu'il ait fallu en arriver là pour qu'on les entende enfin, c'est, je crois, un immense échec collectif. Pour nous, en tous les cas, depuis 4 ans, nous avons tiré le signal d'alarme. Nous nous sommes battus avec ma collègue Anne Sander en commission de l'agriculture au Parlement européen contre cet agenda de contraintes, de complexité, de contrôle qui fait des agriculteurs des suspects. Et nous parmi avons fait en sorte problème, il y a le pacte vert, il y a le fameux pacte vert qui est porté par Ursula von der Leyen, le pacte vert qui est défendu par Ursula von der Leyen, qui fait partie de votre famille politique. Est-ce qu'il faut revenir là-dessus ? Ursula von der Leyen, elle a été nommée par Emmanuel Macron. En tous les cas, c'est Emmanuel Macron qui a empêché notre candidat Manfred Weber de devenir président de la Commission européenne. Et Manfred Weber, c'est celui qui, président de mon groupe politique, depuis 2 ans, a décidé de la nécessité de mettre fin à cette folie normative, qui a décidé que notre groupe, le PPE, allait s'opposer de manière déterminée à cet agenda. Et si cet agenda a pu se mettre en place... Donc on revient sur le pacte vert ? Si la stratégie dite de la ferme à la fourchette, qui prévoyait une baisse de la production agricole en Europe autour de 15%, si cette stratégie a pu se mettre en place, c'est parce qu'elle a trouvé une majorité au Parlement européen. Cette majorité, elle va de l'extrême gauche, en passant par les socialistes et les Verts, jusqu'à nos collègues macronistes, qui ont soutenu avec détermination l'agenda le plus radical en termes de contraintes environnementales. Je pense par exemple à notre collègue Pascal Canfin, président de la Commission de l'Environnement, député macroniste, issu des rangs des Verts, qui a porté cette stratégie, qui a porté par exemple un texte qui s'appelle « Restauration de la nature », qui est devenu emblématique. Ce texte, « Restauration de la nature », crée un chapitre entier de nouvelles règles et de nouvelles normes, et notamment dans les dispositions initiales de ce texte, il y avait l'idée qu'il fallait geler 10% de la surface agricole utile en Europe. C'était une folie. Nous nous sommes battus contre cette folie. Avec tout notre groupe, le PPE, nous avons voté contre ce texte, nous avons réussi à faire tomber de peu ce gel de 10%, heureusement, mais malheureusement le reste du texte est passé, il est passé à 12 voix près. Et aujourd'hui, nous sommes devant le vote qui doit avoir lieu du texte final qui aura lieu dans 1 mois. J'ai une question toute simple à poser au Premier ministre qui doit s'exprimer aujourd'hui. Si vraiment le président de la République prend au sérieux ce qu'il dit, si vraiment il veut sortir de la France des tracas, si vraiment il veut sortir de la suradministration, de la surbureaucratisation, de la folie qui organise cette décroissance agricole au profit de modèles agricoles qui détruisent bien plus l'environnement dans les pays tiers et que nous importons de plus en plus pour combler ce que nous ne produisons plus nous-mêmes. Si vraiment on veut sortir de cette spirale, alors que vont faire les députés macronistes sur le texte Restauration de la nature au Parlement européen dans 1 mois ? La question est simple, elle est sur la table et je crois qu'elle attend maintenant une réponse. Donc ce sera un test. L'agriculture, ce sera, avec l'immigration, des thèmes centraux de la campagne des européennes pour vous, en tout cas de la vôtre ? Au-delà de l'agriculture, je crois que ce qu'on est en train de vivre, c'est la question centrale pour la France. Est-ce que nous voulons encore produire ce qui nous est nécessaire ? Nous le disons depuis le début de ce mandat au Parlement européen. En fait, c'est tous ceux qui produisent dans ce pays qui sont suspects. Et les agriculteurs, j'étais dans l'Oise avant-hier, rencontrer des agriculteurs. Hier, je recevais des éleveurs laitiers à Bruxelles qui nous racontent tous la même chose. Aujourd'hui, vous êtes un agriculteur, vous travaillez chez vous, sur vos terres, vous avez un satellite qui passe au-dessus de votre tête, qui tous les 3 jours prend en photo ce que vous êtes en train de faire. Et s'il y a un tas qui est posé au mauvais endroit, vous avez immédiatement un contrôle qui se déclenche. Est-ce que on peut accepter que ceux qui produisent en France soient suspects, considérés comme présumés coupables? C'est les agriculteurs, mais c'est aussi les pêcheurs, auxquels Bruxelles a imposé de travailler sous l'œil des caméras qui filment leur activité. C'est, au fond, nos industriels qui sont soumis à des textes, des normes, des règles de plus en plus compliquées. La désindustrialisation du pays, Bruno Retailleau le disait très bien au Sénat, on a su, on a vécu, on a touché du doigt ce que ça voulait dire. Est-ce qu'on va vivre, d'une certaine façon, la fin de tout le tissu productif français? Est-ce qu'on va devenir définitivement un pays de consommateurs qui ne produit plus rien et qui finance sa consommation avec de la dette publique? C'est ça qui est en train de nous arriver. Éric Ciotti vous a officialisé il y a seulement quelques jours comme tête de liste des Républicains. Est-ce que votre parti ne vous a pas lancé trop tard dans cette campagne? Comment vous faire entendre entre Gabriel Attal et Jordan Bardella?
D'abord, la campagne, elle ne fait que commencer. Les élections européennes sont en juin prochain. Ces élections, elles seront déterminantes pour l'avenir du continent. Et le match qu'on voudrait installer en France entre M. Attal et M. Bardella, je veux dire, au Parlement européen, ça correspond à rien. Dans les institutions européennes, ça n'existe pas. Au Parlement européen, ce qui existe vraiment, c'est ce qui structure la quasi-totalité des démocraties européennes, le grand clivage fondamental entre la droite et la gauche. Mais est-ce que les Français vont voter sur cet enjeu européenne? Ou est-ce qu'ils vont en faire une élection de mi-mandat? J'espère que nous allons réussir à mettre les enjeux de fond sur la table, parce que le défi décisif pour nous, c'est que la voix des Français puisse peser au Parlement européen. Aujourd'hui, la Macronie, à Bruxelles, a décidé de devenir la force supplétive de la gauche dans son projet de décroissance. À nous de faire en sorte que les Français soient représentés par une force politique qui permette justement de reconstruire le contexte normatif dont nous avons besoin, de reconstruire une Europe qui puisse nous renforcer nos démocraties au lieu de les affaiblir. Et c'est cela, je crois, la grande question de l'élection qui vient en juin prochain. Dans le Figaro, il y a quelques jours, vous avez dit que cette campagne engageait beaucoup l'avenir de votre famille politique. Ça peut être la dernière campagne des Républicains? Non, ça va être la campagne de la reconstruction, j'en suis certain. Et avec Éric Ciotti, le travail qui a été fait au cours des dernières années pour faire en sorte que nous retrouvions une ligne claire qui peut-être avait manqué dans le passé, pour faire en sorte que nous retrouvions un cap, que nous soyons capables de... Nous l'avons montré sur l'immigration. Le texte sur l'immigration, il a été voté par tous les parlementaires, les Républicains, à l'Assemblée et au Sénat. Encore une fois, aujourd'hui, le gouvernement cherche un moyen détourné de retirer ce résultat aux Français, mais ça n'empêche pas que nous soyons unis sur ce sujet. Notre ligne ne déviera pas. Et je crois qu'aujourd'hui, cette élection européenne peut être l'occasion de vivre le début de la refondation d'une droite qui soit à la hauteur des enjeux pour la France, parce que c'est ça qui compte d'abord. Ça n'est pas d'abord un parti, mais c'est évidemment le pays. Un dernier mot, puisque contrairement à la dernière fois, il y aura en plus de la liste du RN une liste reconquête. Marion Maréchal, il y a quelques jours, disait que vous devriez logiquement être avec elle. Elle vous fait le reproche de l'incohérence. Que lui répondez-vous ? Au contraire, moi je suis cohérent, constant, clair. J'ai toujours défendu la même ligne. Je crois à la nécessité de reconstruire une droite qui soit, je le disais à l'instant, à la hauteur de ces défis en Europe. Mais elle a dit en gros, vous êtes plus sur sa ligne que sur la ligne des Républicains qui pour elle sont les alliés d'Emmanuel Macron. Écoutez, je ne vais pas me prononcer à partir des questions que posent des gens qui, eux, ont changé de camp, ont changé d'étiquette, ont changé d'écurie, ont changé de tactique. Voilà, la mienne est constante. Je suis engagé au sein de cette famille politique pour reconstruire la droite et je crois que tous les Français qui aspirent à cette refondation viendront nous soutenir à l'occasion de cette élection européenne. Merci François-Xavier Bellamy. Merci beaucoup. Merci à vous D'avoir été notre invité ce matin. On va parler de la crise agricole et de l'immigration tout de suite dans le club.